Joueurs et joueuses, bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu léger, qui a pourtant néanmoins son importance, notamment dans le marketing entourant les RPG auxquels nous avons joué, puisqu'il permet de vendre des peluches par wagons entiers. De quoi je parle? Des mascottes, bien entendu. Les Japonais ont une fascination pour les mascottes. Ils peuvent pas s'empêcher d'en mettre partout. N'importe quelle ville, n'importe quel parc d'attractions, n'importe quelle manifestation a sa mascotte. Et n'importe quel RPG japonais digne de ce nom se doit d'avoir la sienne. Et les mangas aussi. Tu en sais quelque chose? J'avoue. Alors notez qu'ici je vais parler de mascottes représentatives d'une série et non pas d'un personnage mignon qu'on retrouve dans un seul épisode. Donc je vais pas parler de Morgana ou de Teddy, que l'on peut retrouver dans plusieurs épisodes, mais c'est toujours le même personnage. Je vais pas non plus parler des Tales of, parce que s'il y a effectivement des mascottes dans chaque opus, eh bien elles changent à chaque fois. Et puis bon, en ne parlant pas des personnages mignons, ça me laisse tout à loisir de faire une prochaine vidéo sur le sujet. Voire même, et ça pourrait être rigolo, sur les mascottes ratées, mais il faut voir s'il y a matière à faire une vidéo entière dessus. Bref, on est parti pour les meilleures mascottes des RPG japonais, et je vous dis tout après le générique. On va commencer cette vidéo en retournant à la base, Dragon Quest, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. On pourrait certainement trouver plusieurs mascottes qui reviennent à travers les différents épisodes de la série, mais il y a de fortes chances que si je vous parle de Dragon Quest, vous pensiez en premier lieu au slime, ou gluant en VF, la petite boule de gelée en forme d'oignon, toute mignonne, apparue dans le premier épisode de la série en 1986. Voilà qui ne nous rajeunit pas. Comme c'était souvent le cas à l'époque, le bestiaire des premiers RPG japonais tirait son inspiration des RPGs occidentaux, Wizardry et Ultima en tête, quand il ne s'agissait pas simplement de la base, à savoir les livres de règles de Donjons et Dragons. C'est le cas ici puisque si on trouvait des slimes dans Wizardry assez proches, sur le papier, de ceux de Dragon Quest, à savoir des gelées informes disposant d'une bouche et de deux yeux, ceux de Donjons et Dragons de leur côté étaient beaucoup plus conceptuel, avec des espèces de cubes qui avalent et dissolvent tout ce qui passe à leur portée. D'ailleurs, le slime tire son inspiration d'un véritable phénomène réel, les snotites, des colonies de bactéries unicellulaires qui s'accrochent aux parois et qui ressemblent à de petites stalactites. Celles-ci tirent leur énergie du soufre et leurs déchets sont particulièrement acides. Brrr. Dans le cas de Dragon Quest, les slimes designés par Akira Toriyama sont beaucoup plus mignons. Et ils existent sous une tripotée de formes. Outre le slime de base, que l'on va affronter dès les premières minutes de l'aventure, on va croiser des slimes méduses, des slimes bigorneaux, des slimes rois ou des slimes servant de monture aux autres ennemis, des slimes de feu et j'en passe. Et évidemment, si je parle des slimes, je suis obligé de parler de ses descendants dans le reste de la pop culture japonaise. Enfin de quelques-uns d'entre eux, parce que la liste serait trop longue vu tout ce qu'on a eu. Entre les jeux, les personnages de manga ou d'anime, je veux dire, le slime a même inspiré un isekai. En ce qui concerne les RPG, je vais vous citer 3 inspirations directes. Puyo tout d'abord. Non, je veux dire les Puyo que l'on a découvert dans la série de Dungeon RPG Mado Monogatari avant qu'ils prennent leur envol et aient le droit à leur propre série de puzzle games, Puyo Puyo. Les Puni de la série Atelier, elles aussi des petites boules bleues avec des grands yeux, un grand sourire, et en plus, elles rougissent. Ici aussi, c'est le premier ennemi que l'on rencontre et c'est difficile d'avoir envie de lui faire du mal. Mon préféré, les Dogus de la série Hyperdimension Neptunia, qui sont un mélange entre des slimes et des chiens, puisque leur nom est un jeu de mots. En japonais, les slimes s'appellent Sula Imu et les Dogus Sula Inu, sachant que Inu veut dire chien. Et donc Dogu, mélange entre dog le chien et gu la gelée, ça colle bien. C'est le cas de le dire. Et les quelques Neptunia traduits en français ont choisi le terme de Tutumu, donc on garde cette idée de mélange entre les deux. Bref, je ne vais pas vous faire la liste complète des RPG qui proposent des ennemis inspirés des slimes, mais si vous voulez continuer la liste, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ah, cruel dilemme, j'hésite. Que faire? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais parler de Final Fantasy, je ne sais pas quoi choisir entre les chocobos et les moguls. Quoi? C'est tout? Oui. Les chocobos et les moguls ne sont pas les seules mascottes que l'on retrouve dans la série tentaculaire de Square Enix. J'aurais pu citer les cactuars, les tomberries, voire même les Malboro.
Ah si, les Marlboro ça compte, ils ont bien fait des peluches. Mais il faut bien reconnaître que le gros Piaf et le petit chat, qui n'était d'ailleurs pas un chat à la base, ce sont certainement les deux créatures les plus emblématiques de la licence. On doit leur création à Koichi Ishii, le papa de la série des Mana, un créateur au look de loupard, toujours habillé en cuir, qui est à l'origine de certaines des créatures les plus mignonnes que l'on croise dans ces séries. D'un côté, on a les Moguls qui sont apparus dans Final Fantasy III en 1990, même s'ils auraient dû apparaître dans Final Fantasy II à l'origine. Ils étaient connus à la base sous le nom de Moguri, un mélange entre Mogula, la taupe, et Komori, la chauve-souris, ce qui en fait des petites créatures ailées vivant sous terre. Ils n'avaient pas de pompons au-dessus de la tête, c'est Yoshitaka Amano qui leur ajoute en réalisant ces illustrations pour le jeu. De l'autre côté, on a les Chocobos dont le nom est tiré d'un bonbon au chocolat disponible au Japon. D'ailleurs, pour être précis, c'est de là d'où vient le nom et le cri de la bestiole. Et si pour les Moguls, le travail d'Amano a participé à rendre le personnage iconique, en ce qui concerne les Chocobos, je suis bien content qu'il n'ait pas gardé son design original. Ah, quelle horreur! Brûlez-le! Brûlez-le! Les Chocobos sont apparus dans Final Fantasy II en 1988, mais ils étaient prévus pour apparaître à la base dans Final Fantasy premier du nom. Il est plus facile d'identifier le Chocobo comme mascotte parce que, dès son apparition, il s'est retrouvé avec un rôle et un thème musical défini. Enfin, pour être précis, dans Final Fantasy II, le thème musical était assez limité. Ouais, heureusement que Nobuo Uematsu l'a rallongé après coup. De son côté, concernant le Mogul, on ne le retrouve pas dans tous les épisodes, il n'apparaît pas dans Final Fantasy IV par exemple, et son rôle est assez fluctuant. Il pourra être un personnage jouable dans Final Fantasy VI, un allié important dans Final Fantasy XIII-2, un point de sauvegarde et un facteur dans Final Fantasy IX, mais un facteur également dans Final Fantasy XI, XIV ou encore Crystal Chronicles. Son design peut varier d'un épisode à l'autre. S'il est généralement proche du chat, dans tout ce qui est relatif à Ivalice, le Mogul ressemble beaucoup plus à un lapin. J'avoue avoir une petite préférence pour le Mogul parce que mon premier Final Fantasy était le 6ème épisode et qu'il a un rôle dans le scénario, mais ça c'est juste moi. Je serais curieux de savoir si vous êtes plus Team Mogul ou Team Chocobo. Après les boules qui collent, on va passer aux boules poilues. Tu es sûr de la formulation là? Pas vraiment. On va parler d'une race extraterrestre qui a quelques légers problèmes d'élocution, mais c'est pas grave, ça fait leur charme. Les Nopons, on les retrouve dans les différents épisodes de la série Xenoblade à partir de 2010 où ils font partie, la plupart du temps, de l'équipe de héros. On retrouve Riki dans Xenoblade Chronicles, Tora dans le second opus et Riku dans le troisième. Il n'y a pas de Nopons jouables dans Xenoblade Chronicles Cross, mais Tatsu n'est jamais très loin du reste de l'équipe. Comme vous pouvez le voir sur les images, les Nopons sont des petites créatures rondouillardes avec une forme assez proche d'un œuf, ou, pourquoi pas, d'un légume, ce qui donne une blague récurrente dans Cross, où Lyn est toujours en train de faire tourner Tatsu en bourrique, en laissant sous-entendre qu'elle cherche le meilleur moyen pour le cuisiner. Les Nopons possèdent 2 jambes et 2 bras peu développés, mais également une énorme paire d'oreilles qui peut servir au choix d'ailes pour planer plutôt que voler, mais également de mains, et ils ont généralement tendance à les utiliser à la place de leur véritable paire de mains qui semble atrophiée. Outre leur physique, leur autre particularité, c'est leur façon de parler, puisqu'ils possèdent un dialecte bien à eux. Ils appellent les humains des Homs ou Hom-Homs, ils désignent tout le monde comme leurs amis, ils parlent à la 3e personne, ils donnent des noms rigolos pour tous les concepts, et, bien entendu, comme bon nombre de personnages amusants issus d'œuvres japonaises, ils ne peuvent s'empêcher de finir leurs phrases par un son rigolo, et ici c'est le mot pon qu'ils utilisent pour terminer chacune de leurs paroles, ou pon si on veut le dire à la japonaise. Tout ça leur donne un petit côté peuplade sous-développé, ce qui est parfois le cas dans certains épisodes puisqu'on les retrouve vivant dans des caravanes qui commercent entre elles. Dans le premier épisode, on les découvre proches de la nature puisqu'ils vivent dans un arbre gigantesque. Mais on pourra également les découvrir dans d'autres opus comme étant d'habiles mécaniciens. Définitivement une mascotte pleine de surprises. Tu aurais pu parler de leur ancêtre. Quel ancêtre? Bah, Chouchou enfin. Ah oui, c'est vrai, Chouchou, horripilant hamster rose qu'on retrouvait dans Xenogears.
tellement énervant qu'il a fini crucifié. Et clairement, il y a un lien entre les deux. Faut que je vous parle des Prini, dude. Vous connaissez pas les Prini, dude? Des mascottes aussi adorables que pathétiques, dude. Pourquoi tu fais ça? Je fais quoi, dude? Tu finis toutes tes phrases par dude. Mais parce que c'est comme ça que les Prini s'expriment, dude. Arrête ça. Ok, ça va vite devenir saoulant de toute façon. Les Nopons finissaient leurs phrases par pont, les Prini par dude. Mais ça, c'est un truc très japonais. Les Prini, évidemment, ce sont les mascottes de la série Disgaea, apparue dès le premier épisode, Disgaea Hour of Darkness en 2003, et sur le principe, ça ressemble beaucoup aux mignons dans le sens où, d'une part, ils bossent pour les méchants, on les découvre comme étant des sous-fifres d'Ethna dans le premier opus, et d'autre part, ils sont un peu limités. Enfin, c'est plus une espèce de je m'en foutisme latent plutôt que des difficultés cérébrales. Le dude qui ponctue chacune de leurs phrases, que l'on pourrait traduire par mec en français, et qui rappelle la nonchalance d'un stoner en pleine descente, c'est la traduction de su, utilisée dans la version japonaise. Une variation de la copule des, employée de manière familière, soit par des ados entre eux, soit par des voyous. D'ailleurs, des voyous, c'est un peu ce qu'ils sont, puisque derrière leur apparence de pingouins dotés de 2 jambes de bois et au torse cousu, on y trouve les âmes d'humains qui ont péché, des voleurs, des meurtriers. Enfin, ça c'est valable pour Disgaea, mais dans Makai Kingdom, les Prini contiennent des âmes de démons. On doit leur design à Takehito Harada, illustrateur indissociable du studio NIS. Il voulait un personnage dont on ne pourrait pas deviner les pensées, et un animal, c'était parfait pour ça. Les premières esquisses étaient un peu plus réalistes, et puis il a fini par avoir ce design avec l'œil un peu morne, assez proche d'une poupée au final. Et leur petite particularité, c'est que si on les balance, ils explosent quand ils entrent en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Un petit élément qui servira dans les jeux. On trouve également dans certains épisodes du jus de Prini. Alors attention, du jus de Prini, ça veut pas dire que c'est du jus fait par des Prini, mais du jus fait avec des Prini. Je me demande quel goût ça a. On les retrouve notamment dans les différents épisodes de la série Disgaea, mais en 2008 et 2010, date de sortie japonaise, ils vont avoir le droit à leur propre aventure sur PSP. Prini, Can I Really Be the Hero? Et Prini 2, Dawn of Operation Panties, Dude. 2 spin-offs qui ressortiront en 2020 sur Switch dans un coffret nommé Prini 1-2, Exploded and Reloaded. Des jeux de plateforme action pas forcément évidents. À faire ou à trouver? Les deux, mon général. Je suis pas fan de Pokémon, je suis pas fan de Digimon, mais il faut reconnaître qu'en termes de mascotte, Pikachu et Agumon, les deux se posent là, faisant tourner la planche à billets à plein régime, surtout l'un plus que l'autre. Il y aurait beaucoup de choses à dire, en particulier sur Pikachu, vu que ce ne sont pas les sources qui manquent, mais étant donné que ce n'est pas le but de la vidéo, je vais me contenter de faire synthétique. Pikachu fera sa première apparition en 1996 dans Pokémon Rouge et Bleu, tandis qu'Agumon se retrouvera entre les mains des garçons japonais en 1997 dans le Digital Monster Version 1. Les Digital Monsters, c'est l'équivalent pour garçons des Tamagotchi qui visent un public plutôt féminin. Oui, au Japon, les Tamagotchi c'est pour les filles, alors qu'en Occident ils l'ont plutôt marketé en visant tous les enfants sans distinction. Les deux ont évidemment des points communs. Déjà, ils sont jaunes. Ah oui, alors là on est sur de l'analyse de haute volée. Tu vas aussi nous dire qu'ils ont 2 yeux, une bouche, 2 pattes avant et 2 pattes arrière? Oh, ça va. Ils sont tous les deux doublés par des femmes, Ikue Otani pour Pikachu, la voix de Morgana dans Persona 5, et d'un paquet d'autres personnages d'anime ou de jeux vidéo, Chika Sakamoto pour Agumon, une doubleuse qui a commencé le métier en 1981, et qu'on retrouve sur pas mal de classiques, vu qu'elle est la voix d'Ai dans Cat's Eyes, celle de Mei dans Totoro, et elle aussi on la retrouve sur des dizaines de rôles différents, que je ne vais pas tous citer. Les deux ont un nom composé qui explique ce qu'ils sont, dans un cas Pika, le bruit de l'éclair, les japonais utilisent souvent Pika Pika pour désigner quelque chose de brillant, et Chu c'est le bruit de la souris, donc Pikachu c'est une souris électrique. Chu c'est aussi l'onomatopée du bisou au Japon, mais bon, bisou électrique ça aurait été un peu dangereux. De l'autre côté pour Agumon, Agu vient de Agu Agu qui est l'onomatopée de quelqu'un qui est en train de mâcher, tandis que Mon, que l'on retrouve dans tous les noms des Digimon, évidemment ça vient de Monster. Et le design d'Agumon étant largement inspiré de celui du T-Rex, ça fait de lui un T-Rex mâchouillant.
Dans les deux cas, les designs actuels sont assez éloignés des premières illustrations. On doit le design de Pikachu à Atsuko Nishida, son premier travail chez Game Freak était sur le jeu Pulseman sorti sur Mega Drive, parce que oui, Game Freak n'a pas toujours développé exclusivement pour les consoles Nintendo, les designs des premiers Pokémon créés avaient quelque chose de relativement effrayant. Donc Ken Sugimori, illustrateur principal sur la série, s'est dit que ce serait bien d'avoir des créatures plus mignonnes. S'il a toujours été question d'avoir une souris électrique, quoique inspirée des écureuils également, avec ses joues marquées qui stockent ici de l'électricité plutôt que des glands, les premières illustrations de Pikachu se basent sur le Daifuku, un dessert japonais à base de mochi, quelque chose de tout rond et tout mignon qu'on aurait envie de croquer à pleines dents. Tu parles de Daifuku ou de Pikachu là? Le Daifuku évidemment. Pikachu, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais bon, au bout d'un moment, ils se sont dit que Pikachu avait quand même l'air d'un gros pâté et que pour une icône aimée de la jeunesse, ça le faisait pas trop, donc ils l'ont obligé à se mettre au régime. De son côté, Digimon a décidé de trancher avec le côté ultra mignon qui se dégageait de Pokémon, donc Bandai est parti dans des designs de Digimon un peu plus marqués. C'est le cas pour Agumon, dont l'illustration originale me fait beaucoup marrer parce qu'avec la façon dont sont représentées les ombres, ça me fait penser à du Robert Crumb, ce qui n'a absolument rien à voir avec les Digimon. Et donc ici aussi le design a évolué de manière moins drastique, mais si dans la première illustration Agumon était représenté avec 4 griffes, dans tous les médias qui ont suivi, il a toujours été affublé de 3 griffes uniquement. Où est la 4ème griffe Bandai Namco? Où est-elle? Hashtag jamais sans ma 4ème griffe. Et donc là aussi vous me direz si vous êtes plus team Pikachu ou team Agumon, même si en vrai bon chacun ses goûts, mais les Digimon sont quand même moches. On aurait pu les appeler des Digimoches. Je parle de RPG, je suis obligé de citer la série Let's. Vous le savez, je le sais, nous le savons. De Marseille. On n'a pas déjà fait la blague? Mais ça reste un classique. Bon, bah ça tombe bien parce que dans Let's, il y a une mascotte. Mais non. Michi. Et comment elle s'appelle? Bah je viens de te le dire, Michi. Avec Michi, c'est Inception, parce que je vous parle de mascotte de jeu vidéo, mais lui, c'est une mascotte dans le jeu vidéo. Une mascotte qui fait office de mascotte. Et inversement. Michi a vu le jour dans Trace from Zero en 2010, le second arc de la série Let's, dans lequel il était la mascotte officielle du parc d'amusement Mishlam Wonderland. Il est présenté comme étant tout d'abord le chouchou de Tio Plateau, une des héroïnes de cet épisode, un petit génie de 14 ans qui garde toujours la tête froide, sauf quand on lui parle de son personnage fétiche. On retrouvera la créature dans les épisodes suivants où son lore sera développé, on lui accolera une petite sœur et un Némésis. A partir de Trace of Cold Steel, Michi va carrément devenir la mascotte du studio, et on va commencer à le retrouver un peu partout, que ce soit caché dans un recoin de l'île de Isuit, Lacrimosa of Dana, ou comme ennemi principal d'un mini-jeu de tap-top dans Tokyo Xanadu. Pour les fans, une véritable peluche de Michi était proposée avec l'édition collector de Trace of Cold Steel 3 à sa sortie. Et outre être un personnage mignon, Michi a également un léger rôle dans le lore de la série, puisqu'on peut lui coller une étiquette double sens. Ce qui se rapporte à Michi en dit autant sur l'univers de Trace que sur notre propre monde, comme dans Trace Through Daybreak, où on nous explique que le Michi de Calvard n'a pas le même design que le Michi de Crossbell pour coller aux goûts locaux. Une manière de dire que les jeux japonais s'occidentalisent pour mieux se vendre à l'international? Je ne sais pas, chacun y verra ce qu'il veut. Et puis, Michi, ça sonne un peu comme Mikey, Mickey Mouse, elle aussi une mascotte avec son propre parc d'attractions, sauf qu'ici Michi est un chat, l'ennemi naturel de la souris, même si dans les œuvres de fiction, la souris est souvent plus forte que le chat. Il reste quoi comme série? Kingdom Hearts? Il y a quoi comme mascotte dans Kingdom Hearts? Les chocobos et les moguls? Les chocobos, faut le dire vite. Les moguls à la rigueur, mais bon, on a déjà parlé de ces deux-là. Les sans-cœurs? Ah oui, je vous avoue que les sans-cœurs, c'est pas le premier truc qui m'est venu à l'esprit, mais en faisant des recherches pour cette vidéo, c'est un nom que j'ai vu revenir plusieurs fois. Et je peux totalement comprendre qu'on puisse apprécier ces petites bestioles qui sont apparues en 2002 dans le premier épisode de la série. Comme c'était le cas avec les slimes, et comme ce sera le cas avec une autre créature dont on parlera plus tard, les sans-cœurs c'est l'ennemi de base de la série Kingdom Hearts que l'on va découvrir sous plusieurs variations en fonction des épisodes, voire en fonction des mondes que l'on va traverser. Et autant le sans-cœur de base a un design certes simple mais néanmoins mignon, autant de par sa nature c'est une des créatures les plus tristes et pathétiques qui nous a été donné d'affronter. Les sans-cœurs c'est du Star Wars. Un sans-cœur est créé quand un cœur passe du côté obscur de la force.
Je veux dire quand un cœur passe du côté des ténèbres, ou est volé par un sans-cœur. On distingue deux catégories principales, les matrices et les emblèmes. Et là, vous allez me demander... Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Très bonne question, même si, ma foi, assez laborieuse grammaticalement parlant. Les matrices, ou pur sang, ce sont des sans-cœurs 100% naturels, élevés au grain, tandis que les emblèmes ont été créés par une machine fabriquée par Xehanort. Et ceux-là, c'est comme le port-salut, on les reconnaît parce qu'ils portent sur eux un emblème. Et d'un point de vue mascotique, le sans-cœur iconique de la série, c'est évidemment l'ombre, le petit bonhomme tout mignon qu'on se farcit par paquet de 12, et éventuellement le Darkseid qui fait office de boss récurrent. Pourtant, si on se penche un peu sur les ennemis, ce sont clairement les emblèmes qui ont les designs les plus choupinous. Vous me direz lequel est votre petit préféré? Pour le prochain, on va parler des roues. Ah non, tu peux pas faire ça. Quoi? Tu vas te moquer, tu vas dire qu'ils n'ont pas d'âme. Tu vas te prendre une volée de pouces vers le bas, tu l'auras bien mérité. Mais non, Andouille, des roues, pas des roues. Hein? R-O-O, les roues, c'est une race de créatures dans Is. Ah! Alors, j'entends bien que je ne parle pas ici de la mascotte la plus célèbre. Je sais même pas si le terme de mascotte est bien employé, parce que effectivement ce sont des créatures mignonnes que l'on retrouve dans plusieurs épisodes, mais on ne peut pas vraiment dire que Falcom essaye de capitaliser dessus. En tout cas, pas autant que Michi. Il est d'ailleurs fort possible que vous ayez fait plusieurs épisodes de la série Is sans jamais en croiser un seul, puisqu'on ne va retrouver ces adorables bestioles que dans Is 2 Ancient Is Vanished The Final Chapter, Is Origin, Is Memories of Celceta et Is 9 Monstrum Nox. Comme les slimes de Dragon Quest, les roues sont de vénérables ancêtres puisque les joueurs japonais ont pu les découvrir en 1988. Les roues tiennent leur nom et leur design du kangourou puisqu'il s'agit d'une race de petites créatures qui se tiennent sur leurs pattes arrière. Alors évidemment, ils ne boxent pas, ils n'ont pas de poche, mais il y a clairement un petit quelque chose dans le design. Autrefois, on les considérait comme des créatures sacrées, même si un nuage toxique d'origine démoniaque a modifié leur apparence il y a 700 ans. Ce sont des créatures hautement intelligentes qui ont leur propre alphabet, et coup de bol en plus, à la manière des albènes dans Final Fantasy X, un simple dictionnaire permettra de comprendre leur langage puisqu'ils utilisent les mêmes mots que nous, où chaque lettre a été remplacée par une rune. Ceci étant, le plus rapide c'est quand même soit d'avoir un artefact comme dans Memories of Celceta qui permet de se transformer en roue, ou, encore plus pratique, d'avoir une magie, comme dans Is 2, qui, là aussi, vous permet de prendre leur apparence, ce qui vous autorise à dialoguer avec n'importe quel ennemi, ou de traverser les donjons sans vous faire attaquer. D'une manière générale, ces créatures ont un roux dans leur nom, comme dans Celceta, où l'on croisera un Rouméo, ou une Marouline, à ceci près d'une notable exception, dans Is 9, où l'on rencontrera le personnage de Xavier. Et Xavier, c'est un roux qui ne veut rien faire comme tout le monde. Non seulement il n'y a pas roux dans son nom, mais en plus il parle et comprend le langage humain. Rendez-vous compte. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ma mascotte chouchoute, le best boy. Moi! Tu n'es pas un personnage de jeu vidéo. Ah oui. Non, je parle évidemment de Jack Frost, le seul, l'unique, ce petit esprit, allégorie de l'hiver dans la culture anglo-saxonne. Un personnage emblématique qui a déjà eu le droit à plusieurs adaptations cinématographiques comme Ici ou Ici. Ça n'est pas très ressemblant. Non mais là ce sont des adaptations du Jack Frost original, pas de celui de Shin Megami Tensei. Ah oui, je me disais aussi. Jack Frost, c'est un démon qui est généralement rattaché à la race des fées, une race dans laquelle on va souvent retrouver Pixie, Viviane, Lorelai, et tout en haut, Titania et Oberon, respectivement la reine et le roi des fées, deux personnages qui ont été popularisés par William Shakespeare et sont songe d'une nuit d'été. Dans les Shin Megami Tensei, il y a trois Jack. Jack Frost, Pyrojack, parfois appelé Jack O'Lantern, et Jack Reaper, inspiré évidemment de Jack l'Éventreur, mais on peut pas dire que ce dernier ait atteint la même notoriété que les deux premiers. Même si, néanmoins, on trouvait les trois en tant que héros d'un des spin-offs les moins connus de la série, Jack Bros. Un spin-off qui coûte super cher, puisqu'il faudra compter entre 200 et 300 € pour la version japonaise complète, et la version nord-américaine, rien que la cartouche, c'est pas loin des 1000 €. C'est un petit jeu d'aventure dans lequel on va traverser des labyrinthes en passant d'un étage à l'autre et en tuant des ennemis. On remarquera en comparant la version japonaise et nord-américaine que non seulement, comme d'habitude, l'artwork américain ne respecte absolument pas l'esprit de la jaquette japonaise, mais qu'en plus, le pauvre Jack Frost se retrouve recouvert par le logo, alors que dans la version japonaise, c'est lui qui est le plus visible. C'est honteux. Je suis bien d'accord.
Alors, le spin-off n'est pas connu, mais celui-ci est étonnamment disponible dans la liste des jeux Virtual Boy qui ont rejoint les Nintendo Classics de l'eShop. Donc, si vous avez acheté le facsimilé de la console ou la version Wish en carton, vous pouvez vous y essayer. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul épisode dans lequel on pourra diriger le petit démon de l'hiver, et si vous aimez les Metroidvania, je vous renvoie vers Shin Megami Tensei Synchronicity Prologue, que l'on doit au studio Ladybug, qui signera quelques années plus tard le très sympathique Delete in Wonder Labyrinth. Dans celui-ci, vous dirigez Jack Frost et Pyro Jack, et vous pouvez passer à tout moment de l'un à l'autre, chacun ayant des pouvoirs utiles dans des situations particulières. Il n'est disponible que sur PC, mais on le trouve gratuitement. Aujourd'hui, Jack Frost, c'est la mascotte du studio, avec son look si particulier et son bonnet bleu. Il est apparu en 1990 dans Megami Tensei 2 sur Famicom. À l'époque, il avait un look beaucoup plus proche d'un bonhomme de neige classique avec ses bottes et son écharpe. En 1992, dans Shin Megami Tensei, il trouve son design final, qui changera un peu en termes de proportion au fil des années. Mais quand sort en 1995 le remake de Megami Tensei 2 sur Super Famicom, Jack Frost se retrouve avec un design à mi-chemin entre les deux versions. Il garde ses habits de Megami Tensei 2, mais on lui retrouve son sourire habituel avec les deux petites canines qui dépassent comme dans Shin Megami Tensei. Depuis, on le retrouve dans de très nombreux titres et il fait des caméos fréquents. Dans Tokyo Mirage Sessions, on voit sa tête sur tous les distributeurs qu'on croise en ville, et il peut même être invoqué dans Metaphor ReFantasio. On le retrouve même dans l'anime Shin Megami Tensei Devil Chill, l'adaptation de Devil Children Black Book et Red Book. Les Devil Children, ou Dummy Kids en Amérique du Nord, sont des essais d'Atlus d'aller marcher sur les plates-bandes de Game Freak en proposant des épisodes pour les plus jeunes basés sur la collecte de monstres. Et si je vous disais un peu plus tôt qu'on retrouvait plusieurs Jack, on va également retrouver plusieurs variations sur le thème des Frost. Black Frost, King Frost. Quand ce n'est pas Jack Frost qui s'amuse à copier les traits du héros d'un épisode, on croise un démon Hi-Ho dans Strange Journey, Hi-Ho dans Soul Hackers 2, Rai-Ho avec Raido, Demon Hi-Ho dans Shin Megami Tensei 5 et j'en passe. Bref, Jack Frost, je pourrais lui écrire un roman. Avec ses Hi-Ho si caractéristiques, c'est le personnage le plus cool de la série. Avec lui, on a envie de chiller. Voilà des jeux de mots qui passeraient mieux en anglais. Ah, dis tout de suite que j'ai jeté un froid. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez peut-être découvert des choses. N'hésitez pas à dire si vous voulez une autre vidéo, dans ce cas-là, je m'attaquerai aux mascottes qui sont des personnages uniques, comme Morgana, Teddy, Emile et j'en passe. Enfin, faut voir si j'en trouve suffisamment. N'hésitez pas à me dire également quelle est votre mascotte préférée. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des jeux avec ou sans mascotte, mais avec, c'est quand même plus mignon. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.